Là, je vois que ça. Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer ce conseil municipal premier de l'année 2026. Et à celles et ceux que j'aurais pas vus, je présente mes meilleurs vœux, mais je crois que je vous ai vus toutes et tous. Donc, ce conseil municipal qui doit désigner d'abord un secrétaire ou une secrétaire de séance, et suspense, puisque Rachel Sacussi n'est pas là, je vous propose la candidature de Jean-Marie Bousquet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? J'ai oublié, mais Thomas doit faire l'appel. Adiciat. Je me permets, paf, je le place. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Absente, procuration à Monsieur Georges Lopez. Manuel Bourguin. Il va arriver, est en retard. Allez, Aurélie Mialon. Jean-Marie Bousquet. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guillaume, il est là. Daniel Desmoulins. Elle est du coup absente et on passe à elle. Je crois qu'elle n'a pas dû penser à donner sa procuration, Dani. Absente alors. Allez, René Verdeil. Robert Vivares. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Absent, procuration à Monsieur François Castillo. Cécile Dos Santos. François Castillo. Katia Siette. Georges Lopez. Nadia Bentard. William Santos. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germa. Géraldine Bousquet. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Allez. Valérie Forme. Annick Sadje. Sergi Vora. Il est absent. Et Alain Grenier. Absent, procuration à Mme Sadje. Merci. Donc, nous débutons l'ordre du jour. L'approbation du PV de la dernière séance qui était le 17 décembre 2025. Qu'est-ce qu'il y a des remarques de votre part? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le point 2, c'est les délégations accordées par le conseil municipal au maire. Alors, il n'y a pas de changement majeur, mais il fallait mettre à jour les textes législatifs, notamment ceux qui concernent la possibilité de préempter, puisque vous le savez, ça sera d'ailleurs l'objet encore d'un point à ce conseil municipal. Nous avons passé dans les derniers conseils municipaux des conventions ou une convention avec l'établissement public foncier. Dans le cas où il aurait besoin de préempter, évidemment, avec notre accord, il vaut mieux que, évidemment, tous les textes légaux auxquels la délibération fait référence soient à jour. Donc, c'est juste des modifications de forme. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour le point sur l'avenant numéro 2, la concession d'aménagement entre la ville, la CEMOP Saint-Christol, René Verdeil et moi-même allons quitter la salle. Jean-Marie Bousquet assurera la présidence de séance et Julie Garcin-Sodo la présentation. Bon, d'accord, attends. Alors, avenant numéro 2 au contrat de concession d'aménagement entre la ville et la CEMOP Saint-Christol pour l'aménagement d'un réseau de chaleur et de froid.
Il est rappelé au Conseil que depuis la signature du contrat de concession d'aménagement du 4 décembre 2019 entre la ville et la CEMOP Saint-Christol, le projet a été amélioré et amendé pour tenir compte notamment des demandes des services de l'État dans le cadre des demandes d'autorisation pour la réalisation de cette opération. Le projet amélioré a été reconnu d'utilité publique par arrêté préfectoral le 14 novembre 2024. Le travail de prise en compte des demandes des services de l'État et de la ville a permis à la CEMOP de bénéficier d'une autorisation environnementale en janvier 2025. Ce travail a également permis d'entrer au capital la Caisse des dépôts et consignations telle que le Conseil l'a validé le 12 février 2025. Lors du conseil municipal du 30 septembre dernier, un avenant numéro 1 listant les modifications prises pour la réalisation du projet de ZAC et intégrant notamment la contractualisation des éléments issus du dossier de la réalisation de ZAC et des préconisations de l'autorité environnementale a été approuvé. La commune de Pézenas, compétente en matière de distribution de chaleur et de froid, au vu de l'article L 2224-38 du CGCT, parallèlement à ces évolutions, a mené une réflexion sur l'alimentation énergétique du futur quartier. Donc conforté dans son approche par une étude de faisabilité technique qui confirme l'intérêt d'un tel projet et soutenu par l'ADEME à travers le fonds chaleur, la commune de Pézenas envisage la réalisation d'un réseau de chaleur et de froid pour desservir l'îlot de centralité de la ZAC Saint-Christol comprenant les macro-lots 2, 3, 4, 5 et 6 dédiés au logement et à de l'hébergement touristique pour une surface d'environ 19 700 m² de SDP d'une part et d'autre part à l'activité tertiaire pour une surface d'environ 2300 m² de surface SDP, surface de plancher. Le macro-lot 1 exclusivement dédié à de l'activité tertiaire pour une surface d'environ 2500 m². En numéro 2, l'îlot B de la ZAC Saint-Christol dédié à l'implantation de la future caserne de gendarmerie et des locaux techniques liés pour une surface d'environ de 4250 m² de surface de plancher. En tant qu'autorité concédante, la commune de Pézenas prescrit donc à la CEMOP Saint-Christol, aménageur de la ZAC, la réalisation de ce réseau selon les conditions et les modalités définies dans le projet d'avenant numéro 2 au traité de concession tel qu'annexé. L'approbation du présent avenant n'emporte aucun engagement financier définitif de la commune et les modalités de financement, de remboursement et de rétrocession des ouvrages feront l'objet d'une convention spécifique conclue ultérieurement entre la commune de Pézenas, la CEMOP, évidemment le concessionnaire du réseau de chaleur et de froid. Voilà, le conseil municipal est invité à délibérer pour approuver cet avenant numéro 2 et à désigner Madame Garcin-Sodo comme représentant de la commune autorisée à le signer. Merci Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet avenant? Pas de questions, donc nous allons le soumettre au vote. Est-ce qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Defort, d'accord. Qui est pour? Je vous remercie. Je reprends la place, Jean-Marie. Alors, on continue. Avenant numéro 1 à la convention préopérationnelle multisite avec l'établissement public foncier, la communauté d'agglomération et la commune de Pézenas. C'est à nouveau Julie Garcin-Sodo qui la présente. Oui, merci. Donc, cette convention multisite a pour objet de procéder aux acquisitions foncières et immobilières sur un secteur visé à l'article 2 en vue de la réalisation par la commune d'opérations d'aménagement à dominante de logements, dont au moins 30% de logements sociaux, des services et commerces. Des actions foncières sont en cours dans le centre-ville. Et une autre opportunité dont l'intervention de l'EPF était pressentie depuis quelques mois sur ce foncier, en lien avec l'opérateur Arcade SFHE, et donc ce dossier n'avait pas été pris en compte dans le périmètre approuvé. Aussi, la commune, par courrier du 10 décembre 2025, a demandé à l'EPF d'intégrer la parcelle concernée, AW 1170 et 2803, de 2803 m², au périmètre de la convention. Pour ces motifs, il est nécessaire donc d'intégrer cette parcelle cadastrée AW 1170 au périmètre de la convention et de le modifier. Ainsi, un paragraphe de préambule est modifié et l'annexe est remplacée par l'annexe 1. Voilà, considérant d'intégrer cette parcelle
et vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 19 du Conseil communautaire du 22 septembre 2025, de celle du Conseil municipal, de la préopérationnelle multisite numéro 1188 HR 2025 conclu entre l'EPF, la communauté d'agglo et la commune de Pézenas. Donc, Monsieur le maire propose au Conseil d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle multisite avec l'EPF, la CAM et la commune de Pézenas, d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout type de documents se rapportant au dossier et de dire que la présente délibération sera notifiée à l'EPS Occitanie et à la communauté d'agglo Hérault-Méditerranée. Des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Julie, puisque tu as la parole, continuons avec l'action façade. Oui. Alors, vous connaissez le sujet. Nous rajoutons quelques rues de plus. Donc, du coup, Monsieur le maire rappelle que le 8 novembre 2024, on a approuvé la convention OPA-RU 2024-2028 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglo et 5 communes, Pessan, Pézenas, Florensac, Montagnac, Saint-Ibéry. Donc, cette action façade dans le périmètre de l'OPA-RU de la zone USPR précédente ne prenait pas en compte une partie des propriétés situées au nord-est de la ville, qui comprend Émile-Combe, rue Gabriel-Mazet, impasse Pillement, rue Barème. L'ensemble de ces façades de ces artères visibles depuis le domaine public ont été rajoutées dans le périmètre de l'action façade. Il est donc rappelé que le montant des aides à engager sur 5 ans représente, selon l'étude et estimation, un montant de 306 500 €, soit annuellement 61 300 €. Dans les conditions de subvention restent inchangées. La subvention de 25% des aides pour la remise en valeur des façades s'applique sur l'ensemble du périmètre des façades de l'agglo tel que défini par le plan joint avec ces nouvelles rues. Cette subvention est plafonnée à 5 000 € par projet dans la limite du budget annuel évidemment de l'année en cours et une subvention supplémentaire pourra être accordée par des travaux d'intérêt patrimoniaux permettant une remise en valeur du bien. Elle sera également proposée par la CAM et validée par l'ABF, architecte des bâtiments de France, que vous connaissez tous. Elle ne pourra pas accéder à 2 000 € par opération. Voilà, donc on vous propose, Monsieur le maire, au conseil municipal d'approuver la modification et l'agrandissement de cette emprise de périmètre délimitant l'action façade. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Nous passons donc au rapport d'orientation budgétaire que nous allons faire à deux voix avec Frédéric Roy. Je vais d'abord peut-être placer un cadre ou un contexte général sur ce budget. Frédéric présentera les grandes tendances ou chiffres du fonctionnement et je reprendrai la main sur les investissements, simplement dans le cadre général, mais chacun suit l'actualité, mais c'est quand même le deuxième budget que les collectivités locales ont à préparer sans connaître le budget de l'État, ce qui est quand même à la fois particulier et compliqué parce que les annonces se sont succédées, parfois ont été contradictoires, donc il est toujours difficile de savoir, ne serait-ce qu'au niveau des dotations, de certaines augmentations de cotisations ou autres, quel est le sort qui nous est réservé, et je le dis assez facilement, même si on verra bien que les points sur la CNCRL continuent d'augmenter, continueront d'augmenter. C'est peut-être pas les communes qui sont les plus touchées par les choix de l'État, mais c'est souvent les échelons au-dessus. Mais quand les échelons au-dessus ont moins de moyens, automatiquement, il y a moins d'aide pour nous. Je veux croire ou relire cette interview de la présidente de région qui a appris dans ces dernières heures que c'était 36 millions d'euros de dotation de moins que la région Occitanie aurait, en plus de ce qu'elle avait prévu dans son budget, de moins en plus. Enfin, c'est que des moins qui s'ajoutent, mais c'est quand même un contexte particulier et qui est un contexte qui n'est pas que ce particulier pour les collectivités locales. L'incertitude et l'instabilité pesant aussi, évidemment, surtout sur les acteurs économiques, ce qui se ressent aussi au niveau de certaines recettes. On peut penser à la taxe d'aménagement, les droits de mutation ou autres qui viennent frapper là pour le coup les communes et d'autres recettes qui frappent
les autres collectivités. Là, peut-être la deuxième particularité, qui elle n'arrive pas chaque année, mais qui arrive au moins chaque 6 ans, c'est que le budget est préparé dans un contexte électoral. Donc c'est pas le budget évidemment des grandes annonces. Le droit nous en empêcherait et la morale aussi. Mais il est important que la commune puisse avoir un budget avant les élections, qui pourra être après par l'équipe qui sera élue amendé selon des décisions modificatives ou des budgets ou un budget supplémentaire, mais là aussi, il n'y a pas de nouveaux grands chantiers qui peuvent émerger, c'est juste la continuité du mandat et des annonces déjà effectuées, ou la réponse parfois à des situations d'urgence où, vous le verrez, il est quand même important, puisque c'est à peu près 6 millions d'investissements que nous pourrons dégager cette année. C'est donc la consigne, ou en tout cas ce que nous avons demandé au service dans la lettre de cadrage budgétaire qu'il aurait adressé chaque année, c'était à la fois de la stabilité et de la continuité, c'est-à-dire pas d'augmentation de budget, si ce n'est les augmentations courantes, mais et de la stabilité, de la continuité dans les actions qu'il propose ou dans les investissements qu'il propose, tout en continuant évidemment à préparer la suite ou à imaginer l'avenir. Et c'était de respecter, ou en tout cas c'était aux élus dans leurs arbitrages de le respecter, le cadre budgétaire ou les trajectoires budgétaires qu'on s'est fixées en début de mandat et que nous respecterons à nouveau sur ce budget-là, c'est-à-dire pas d'augmentation des taux de la fiscalité communale, maîtrise des coûts de fonctionnement pour toujours préserver notre capacité d'autofinancement de la commune et de la préserver si possible sur le long terme, poursuivre un programme pluriannuel d'investissement afin de favoriser la co-construction et le cofinancement de nos projets et rechercher des financements extérieurs et des solutions innovantes pour optimiser les ressources de notre commune. C'est la feuille de route que nous sommes fixés depuis 2020 et que nous répétons et appliquons à chaque budget. Frédéric, à vous de nous dire si nous les appliquons de manière correcte, sans jugement de valeur, mais comment nous les appliquons, du moins pour les dépenses de fonctionnement. Bonsoir à tous. Donc effectivement, il faut faire la présentation dans le détail en fait de la section de fonctionnement. Juste préalablement à cette présentation, un rappel du contexte national, on va dire, mais qui a des impacts au niveau des finances des collectivités territoriales sur l'ensemble du bloc en fait communal, parce qu'effectivement l'ensemble du bloc communal est impacté. Partant des communes, mais également sur les autres types de collectivités territoriales, régions, départements principalement, et donc effectivement ce qui est impacté sur les régions et les départements, par contre-coup sur les collectivités, enfin sur les communes, on en ressent également les soubresauts ou les impacts indirects. Donc pour la présentation d'abord, on va dire du contexte législatif, maintenant au terme de la mandature, vous connaissez le contexte législatif de présentation du rapport d'orientation budgétaire. Donc, on va dire que c'est la première étape du cycle budgétaire des collectivités, du cycle budgétaire annuel. Il permet de présenter les grandes orientations de la construction du budget qui sera présenté donc au prochain conseil municipal. Le débat qui s'appuie sur le rapport qui vous a été transmis donc doit permettre à l'exécutif de prendre en compte les remarques qui sont formulées au cours de ce débat. C'est pour ça que la jurisprudence parle d'un temps, évoque un temps raisonnable entre la présentation du rapport d'orientation budgétaire et la présentation du budget primitif en lui-même, de sorte à ce que l'exécutif puisse éventuellement prendre en compte les considérations qui ont pu surgir au moment du débat. Bien sûr, le DOB et le rapport d'orientation budgétaire donc est élaboré par le maire et par ses collaborateurs, et donc je le répète, donc il vient préciser les grandes orientations de construction du budget. Au niveau du contexte national, plusieurs points que vous connaissez, mais qu'il est nécessaire quand même de rappeler. Donc, un contexte budgétaire national qui est encore incertain, parce qu'effectivement, le projet de loi de finances 2026 à cette heure n'est pas encore définitivement adopté. On est là sous l'égide d'une loi spéciale budgétaire qui permet de prolonger les règles et les niveaux de recettes au niveau national, donc les niveaux de recettes et de dépenses du budget de 2025 pour éviter une paralysie budgétaire au
au niveau national, mais on n'a pas de réelle marge de manœuvre qui sont édictées au niveau de la loi de finances votée par l'État. L'autre point important sur le contexte, c'est effectivement un effort financier qui est demandé donc à l'ensemble des collectivités territoriales, donc à l'ensemble des collectivités. Donc une contribution de celle-ci à la réduction du déficit public annoncée par l'État, estimée par le comité des finances locales à cette heure-ci à 8 milliards d'euros. L'autre point, c'est des tensions sur les ressources locales, puisqu'effectivement, ce contexte entraîne de la frilosité, notamment des investisseurs, mais également des personnes privées. Et donc, ça a un impact sur les recettes directement des communes, avec une baisse anticiper encore des droits de mutation à titre onéreux, ou tout au moins un maintien sur certains types de fiscalité indirecte par prudence, alors qu'on pouvait avoir préalablement des recettes dynamiques, notamment sur les contributions directes, où on est sur un niveau d'évolution des contributions directes, enfin d'avoir des bases fiscales, on va dire, et pas d'évolution de taux, mais sur une évolution de base fiscale fixée nationalement à moins d'1%. Une croissance économique qui reste résiliente, hein, puisqu'on est toujours dans le positif au niveau de la croissance économique, mais qui reste quand même modérée, prévue en 2026 à plus 1%. Une inflation qui est toujours présente, hein, qui reste effectivement sous contrôle, mais qu'on peut encore qualifier de fragile. Un déficit public national qui reste élevé, à environ 5,5% du PIB, et un endettement public supérieur à 110% du PIB. Et cela va sans dire également un contexte économique mondial qui reste fortement incertain. Au niveau plus local, sur les orientations budgétaires de la ville, donc Monsieur le maire a rappelé la stratégie financière de la collectivité autour de 5, on va dire, éléments fondamentaux qui ont été dressés dès le début de la mandature et qui seront poursuivis qui est proposé de poursuivre sur 2026. Donc, pour rappel, donc une stabilité des taux de la fiscalité directe locale. Donc la taxe d'habitation en résidence secondaire à 22,12%, la taxe foncière sur les propriétés bâties 52,95% et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 84,91%. L'autre point fondamental, donc, c'est la maîtrise des coûts de fonctionnement afin de préserver la capacité d'autofinancement pour minimiser autant que possible le recours à l'emprunt. Afin de financer donc des investissements prévus en complément de ressources sur la partie investissement, une prévision de recours à l'emprunt qui sera affichée au niveau du budget primitif à 1,3 million d'euros, équivalente en fait au remboursement du capital de la dette. Donc ça veut dire que sur cette prévision budgétaire, il n'y aura pas d'alourdissement du stock de dette, pas de dette supplémentaire, mais un niveau de recours à l'emprunt qui sera égal à ce que la ville rembourse sur l'année 2026 en capital. Effectivement, ce niveau de recours à l'emprunt pourra être revu à la baisse en fonction de recettes nouvelles qui ne seront pas budgétées puisqu'elles ne seront pas acquises et certaines, toujours en application du principe de prudence. Donc effectivement, des subventions qui sont en cours de demande mais pour lesquelles il n'y a pas eu de notification. Il peut y avoir également des aliénations de patrimoine qui peuvent se dénouer, on va dire, au courant de l'année 2026. Donc il a été fait le choix de ne pas budgéter ces recettes qui restent encore au début de cette année, au moins au moment de la présentation du budget primitif, comme étant hypothétiques et qui pourront, si elles s'avèrent certaines, si elles sont comptabilisées effectivement, être budgétées sous le couvert d'une décision modificative ou d'un budget supplémentaire. L'autre élément, c'est la poursuite du programme pluriannuel d'investissement qui a été fixé. Et enfin, la recherche de financement extérieur, public et privé, et toujours la poursuite de recherche, enfin toujours la poursuite en fait de recherche de financement, on va dire innovant, comme par exemple le lancement de la souscription pour la collégiale Saint-Jean.
Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement 2026, donc dans le détail, elles s'évalueront donc sur les charges de personnel à hauteur de 7 650 000 euros pour un montant relatif de charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 60% du budget. Les charges à caractère général avec un maintien global des charges à caractère général à hauteur de 2 318 000. Donc effectivement, il a été demandé au service de maintenir un niveau de budget équivalent à celui de l'année 2025. Alors compte tenu des augmentations, on va dire obligatoires, liées soit au contrat, soit l'évolution de la fréquentation des effectifs, notamment sur les services périscolaires ou extrascolaires, puisque effectivement on a des augmentations de fréquentation, notamment au niveau du restaurant scolaire. Et effectivement, là, il faut faire face à ce type de dépenses, mais en face, on a de la recette également. L'autre poste de charge, on va dire, ou de dépenses sur la section de fonctionnement, donc ce sont les autres charges de gestion courante, où là aussi on est sur un maintien par rapport au budget de 2025, donc à hauteur de 2 millions. Donc le principal dépense inscrite sur ce poste-là sont les subventions aux associations, dont on prévoit un maintien de l'enveloppe au niveau de 2025. La subvention au CCAS également sur le même niveau que l'année 2025, et une subvention principale, on va dire, d'équilibre au niveau des budgets annexes, au même niveau également que 2025, et notamment celle du théâtre à hauteur de 400 000, donc sur un niveau là, par contre, au niveau du théâtre, plus bas que 2025, où on était à hauteur de 430 000 sur 2025. 2025 en exceptionnel sur le théâtre avec la reconstitution historique. Donc là, on réajuste à un niveau équivalent aux années précédentes sur une année, on va dire, classique. Les charges financières à 474 000 euros, budgétées là au plus fin, en fonction des contrats et des prévisions de recours à emprunt. Donc on est sur une baisse régulière des charges financières, compte tenu du désendettement courant qu'il y a eu sur la collectivité. Donc vous avez pu voir l'évolution sur le rapport. Donc mécaniquement, on a un niveau de charges financières qui est à la baisse sur l'année 2026. Au niveau des recettes réelles de fonctionnement, donc une évolution des recettes réelles de fonctionnement qui reste quand même à cet état sur les recettes, on va dire certaines, peu dynamiques par rapport au budget de 2025. Le plus gros poste de recettes, donc effectivement, c'est les impositions directes, donc le produit en fait des impôts. Pour rappel, donc taxe d'habitation, résidence secondaire, taxe d'habitation sur les logements vacants également, et les taxes foncières sur le bâti et le non bâti. Donc là, on a une prévision de recettes à ce niveau-là à 8 717 000. Globalement, par rapport à l'année 2025, on va être sur une augmentation. On est en train de préciser, mais sur une augmentation entre 60 et 80 000 euros liée en fait à la révision des bases et pas à l'augmentation des taux. On est sur des évolutions qui restent très faibles. C'est une évolution qui est assise sur l'évolution de l'inflation. Donc on a l'inflation qui baisse, donc une révision des bases qui est plus faible que les années précédentes. L'autre poste de recettes, le deuxième poste de recettes sur la section de fonctionnement, ce sont les dotations et les participations, donc principalement les dotations et participations de l'État, sur un maintien pour l'instant au niveau des dotations. On serait équivalent par rapport à l'année 2025, par rapport à ce que on peut lire sur le projet de loi de finances. L'autre poste de recettes, c'est les produits des services. Donc là, on a une légère augmentation sur la constatation sur les prévisions de recettes des produits et services, notamment on va dire une certaine dynamique sur les produits liés à l'occupation du domaine public. Donc on serait à 1,4 million sur les produits de services en réalisé sur l'exercice 2025. Sur les produits de services, on est environ à 1,3 million, 1,310 million, je crois. Donc une légère augmentation sur les produits des services avec une augmentation qui reste prudente quand même.
Et les autres types d'impôts et taxes, donc c'est tout ce qui est imposition indirecte, les droits de mutation principalement, budgétés en baisse par rapport à 2025, ou tout au moins en fonction de ce qui des retours qu'on aura des services de l'État, au moins sur un maintien des droits de mutation, on devrait avoir une légère baisse normalement. L'autre point, c'est la taxe communale sur la consommation finale d'électricité sur ce poste de recette qui restera équivalente au niveau de l'année 2025. Sur le financement de la section d'investissement, je laisse la parole à monsieur le maire. Oui, en Ouais. fait, il y a une partie qui est la suite de ce que vous avez dit, donc un autofinancement prévisionnel à 2 910 000 euros, des subventions notifiées ou obtenues ou notifiées, donc des fois c'est des reports parce que les chantiers sont pas finis, ou à l'inverse des nouveaux chantiers ou de tranches de chantier qui vont débuter, c'est 1 382 000. Dotation fonds divers et réserve 2 168 000. Le FCTVA qui est à 750 000, donc en progression, mais qui est dû à l'investissement dynamique sur les années précédentes. Et l'emprunt, comme Frédéric vous l'a dit, qui est mis au niveau du remboursement de la dette pour pas... pour continuer le désendettement, ou en tout cas ne pas venir percuter le désendettement fait depuis le début du mandat, avec des choix qui devront être faits selon l'avis des chantiers conduits, s'ils sont moins onéreux, selon les subventions éventuellement qui arriveraient en plus, selon des acquisitions, des ventes plutôt de patrimoine qui ont pu être actées mais qui sont toujours pas forcément dans les recettes de la ville, et n'excluons pas de bonnes surprises d'augmentation de certaines recettes. On peut toujours l'espérer, voilà, mais ça c'est la vie budgétaire chaque année. Il y a des prévisions à l'instant T, on essaye de les améliorer tout au long. Parfois il y a aussi des chantiers d'urgence à mener, donc le choix est fait de plutôt investir que de désendetter, et c'est la vie budgétaire d'une collectivité. Qu'est-ce que nous allons essayer ou financer en tout cas avec cela pour continuer à agir pour Pézenas dans l'année qui vient et dans les semaines et les mois qui viennent? Donc plusieurs axes, les conditions de travail des agents municipaux qui là aussi d'une certaine manière ont été un fil conducteur du mandat, la jeunesse et les conditions d'enseignement, la qualité de vie, donc la vie quotidienne des Picénoises et des Picénois avec la sécurité, la rénovation d'équipements, l'entretien et la mise en valeur du patrimoine, mais ça nous a occupé aussi une partie du mandat avec la maison consulaire et bientôt avec la collégiale. Et des projets ou des investissements qui nous permettent d'agir pour l'avenir. Bon, sur les conditions de travail des agents municipaux, c'est principalement du matériel, hein, un camion polybène, certains camions ont 25-30 ans, voilà, au fur et à mesure il est quasi impossible de les réparer, et surtout dangereux pour les agents de les faire fonctionner, donc on essaye au fur et à mesure chaque année d'inscrire un ou deux véhicules selon le montant du véhicule ou selon sa qualité pour essayer de renouveler petit à petit le parc, une lessiveuse pour les gymnases, donc ça ne révolutionne pas le budget communal, mais c'est aussi la qualité de travail des agents, et les travaux de l'hôtel de ville qui ont débuté sur le pignon ouest, mais là aussi, puisqu'ils ont débuté fin d'année, ils s'achèveront cette année et se intégreront ou compteront dans le budget cette année. C'était des travaux d'étanchéité de ce pignon-là, de rénovation thermique, et pourquoi pas un jour de dalles qui permettrait d'installer la climatisation sur l'hôtel de ville s'il y avait un plus grand projet de rénovation. Ça permettra peut-être à terme quand même, ces premières rénovations sur ce pignon-là, de créer des vrais bureaux là où il n'y en avait pas jusqu'à présent. Pour la jeunesse et les conditions d'enseignement, donc le plan numérique qui se poursuit, vous le savez, il est cofinancé par l'État, donc il y aura des recettes à la clé. L'envie ou la volonté d'initier un plan de fraîcheur, mais qui devra lui aussi se décliner sur plusieurs années, c'est pas une surprise. Les étés ou les mois printaniers, fin de printemps, vont être de plus en plus chauds. Nos écoles, même s'il y a eu des rénovations au fil de l'eau ou des améliorations thermiques, mais
il y a des périodes où il fait très chaud pour enseigner et pour travailler. Cette année, la canicule a été certainement plus précoce et surtout sur une durée plus longue. Donc il s'agit d'essayer d'abord, dans un premier temps, de créer 1 à 2 salles de fraîcheur dans ces écoles-là. Pourquoi pas, imaginons que dans l'été, quand les écoles sont fermées, elles nous servent aussi à proposer des points de fraîcheur à la population. Mais il faudra chaque année inscrire une somme, soit pour de la rénovation thermique, soit pour de la végétalisation, afin de décliner et de dérouler un plan de fraîcheur qui amélioreront les conditions d'enseignement dans les écoles, après des travaux plus simples ou plus réguliers de changement de sol au centre de loisirs, d'amélioration acoustique du restaurant municipal. Là aussi, ça reste les conditions dans lesquelles on accueille les enfants, et également, on aurait pu le mettre dans la colonne avant, les conditions de travail de nos agents. La qualité de vie, la sécurité, donc nous en avions délibéré en conseil municipal pour l'installation d'une première série de bloqueurs de rue. Vous savez, ces barrières qui permettent juste en levant de bloquer l'accès aux voitures sur certaines rues, et qui nous permet à terme de sécuriser au moins tout le linéaire du cours Jean Jaurès à la place des 3-6. Donc chaque samedi du marché, vraiment d'avoir des conditions de sécurité pour ceux qui font le marché, et également évidemment pour les soirs de fête ou de manifestations qu'on connaît en ville. Là aussi, c'est l'investissement qui est assez important, mais qui doit derrière, pour les agents municipaux qui venaient jusqu'à présent placer des blocs de béton ou autres, créer, espérons-le, des économies de fonctionnement, mais surtout une moindre usure du matériel qui était utilisé pour ça, mais qui n'était pas un matériel forcément prévu pour installer autant de blocs de béton et autant de fois, et aussi le travail des agents qui peut en être moins fatigant ou ressentir sur autre chose. Au fil du mandat, une enveloppe sur la vidéoprotection, son renforcement qualitatif, mais son extension aussi, notamment dans les zones des établissements scolaires. Une provision qui est mise chaque année en entretien de voirie. Gestion des populations volatiles, donc ça n'apparaissait pas forcément de manière régulière dans le budget municipal. L'année dernière, il nous avait fallu trouver des sommes. On s'aperçoit à la fois que la population de pigeons, selon les moments, est plus importante que d'autres, que certains arbres, selon les tailles, attirent des volatiles compliqués pour les riverains. Donc on s'est convaincu qu'il fallait inscrire une somme, parce que quand il faut faire venir un effaroucheur ou quand il faut installer des équipements ou autres, il vaut mieux avoir l'argent de mis sur le budget. On avait notamment cette année utilisé les services d'un effaroucheur, donc on a calibré sur ce service-là. Illumination de Noël, c'est pareil, c'est une enveloppe qui revient chaque année de changement du parc de décoration de Noël. Je vous l'ai dit, c'est un budget qui continue les projets mais qui n'en crée pas de nouveaux. Du matériel pour les festivités, je ne sais pas si ça revient chaque année, mais il y a beaucoup de festivités à Pézenas et il y a beaucoup de manifestations associatives, donc il faut qu'on suive. Convention au Pailleru, rénovation du centre-ville. Plan de mise en valeur, de sauvegarde et de mise en valeur, donc 97 000 € avec certainement une subvention de l'État. Là aussi, il n'avait pas été achevé. Les prémices de la précédente étude n'avaient pas pu donner une étude et un règlement définitif. Donc l'État nous a sollicité pour le reprendre. Je crois que nous en avions délibéré ici. Aménagement espace public, place du 14 juillet, rue Saint-Jean. C'est l'ancien salon de coiffure sur lequel les délais ont été plus longs que prévu. Mais nous gardons la somme pour pouvoir réaliser là un aménagement public. Rénovation des équipements, vestiaire du stade municipal, j'espère qu'on va là aussi le faire parce que ça fait plusieurs budgets qu'on l'inscrit où ça n'a pas pu être fait. Réfection de toiture, tribune du stade municipal, les derniers coups de vent ont arraché l'étanchéité de la toiture des tribunes, étanchéité dont une étude en 2010 disait qu'il fallait qu'elle soit refaite, mais elle n'a pas été refaite à l'époque. Le tout fragilise la structure, donc première étape, certainement pendant les vacances de février, retrait de la toiture actuelle pour éviter que les dégâts soient plus importants et surtout que ça puisse tomber sur un spectateur ou sur un enfant. Deuxième étape, espérons-le dans l'été, reconstruction d'une toiture, certainement pas sur les supports existants mais plutôt une toiture nouvelle, autoportée et sur laquelle, espérons-le, on pourra mettre des panneaux photovoltaïques. Tout ça dépendra des marchés publics et certainement d'une nouvelle somme qu'il faudra inscrire parce que 120 000 € c'est vraiment ce qui nous permet de débuter le chantier, mais à cette heure
on ne pense pas forcément de le terminer. Enfin, si c'est solaire, si est autre, il faudra certainement plus de sommes. Il pourra y avoir du tiers investisseur, donc ça reste à définir, à finaliser. Mais il fallait les premières sommes pour démarrer. Homologation foot à 8 Stade Battal, c'est des peintures et de l'amélioration du Stade Battal pour qu'il puisse être homologué pour le club de foot qui fait des matchs à 8. Il a été de manière dérogatoire homologué, mais on s'était engagé à inscrire la somme et à faire les travaux. Filet pour le lancer de disque, donc ça parle de lui-même. Tapis pour l'escalade, ça parle de lui-même. Remplacement des cotres du théâtre de verdure pour 50 000 €. Et des changements d'huisserie à IDN, c'est le locaux de l'inspection d'académie et de l'éducation nationale. Et 11 rue Louis Blanc, là aussi, c'est des locaux que possède la mairie. Ça reste la rénovation thermique au fil de l'eau, mais qu'il faut faire à la fois pour pas chauffer pour rien et pour faire des économies de chauffage. Agir pour l'entretien et la mise en valeur du patrimoine, donc la maison consulaire, dernière tranche, pour ce qui est le clos et le couvert. Il faudra après s'intéresser aux intérieurs, mais la PCP sera finie à ce moment-là. Elle sera certainement finie en 2027, parce que les travaux prochains débuteront à l'automne 2026, donc s'étaleront sur un peu plus qu'un exercice budgétaire, à cheval sur 2 exercices budgétaires. Première tranche de travaux de la collégiale Saint-Jean, on en avait délibéré ici, donc c'est des travaux d'urgence. Il y en aura toute une série à mener, donc là aussi d'autres sommes à prévoir dans les années suivantes. Il pourrait débuter en ce début d'année. Maîtrise d'œuvre, toiture musée, c'est l'inspection continue des toitures et certainement les toitures du musée qui seront à refaire pour l'avenir, mais là aussi le passage d'un couvreur nous permet de gagner du temps, mais nous ne le gagnerons pas dans la durée, ou sinon ça serait catastrophique. Agir pour l'avenir, donc pas de grandes sommes puisque c'est un budget, comme je l'ai dit, en période préélectorale, donc il ne s'agit pas de déclencher de nouveaux projets. 1 million sur l'avenue Verdun, c'est la PCP qui continue à courir, autorisation de programme, crédit de paiement, qui continue à courir. Hein, c'est pas un nouveau million qu'on cherche ou qu'on inscrit, mais c'est bien la différence entre la fin des travaux et encore il reste à ce jour des panneaux qui sont installés et les moments où on paye. Donc c'est l'enveloppe initiale. Des propositions d'acquisition dont nous aurons à débattre tout à l'heure, mais les étages à côté de la Maison du Peuple, ou plus exactement des bains-douches, qui sont à vendre, et nous avions acheté le rez-de-chaussée, donc nous vous proposerons tout à l'heure d'acheter aussi les étages puisqu'ils collent cette salle. L'acquisition immobilière des garages rue Albert-Paul Aliès, ce sont des garages qui sont à l'entrée de cette rue, qui ont toujours été fléchés comme voués à la destruction, donc nous vous proposons de les acheter. Parking chemin de l'Amandier, là aussi il avait déjà été annoncé, c'est la zone de chantier actuelle de l'avenue Verdun qui va donc être libérée, et la possibilité d'y créer une centaine de places. Travaux de réfection au Camp Hôtel, c'est des travaux réguliers, là aussi souvent axés sur les économies d'énergie et le confort des usagers du Camp Hôtel. Voilà, dresser le tableau des budgets, des orientations budgétaires 2026. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Je vous propose de prendre l'acte, c'est plus une prise d'acte qu'un vote acquiescent, mais chacun est libre de son vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. Attribution d'une subvention, d'une avance d'une subvention de fonctionnement événementiel de 2026 au Printival, c'est Robert Vivarès. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, le conseil municipal est informé que l'association Printival a saisi la ville d'une demande de versement d'un acompte sur la subvention événementielle prévue pour l'organisation du 27e Printival, qui se déroulera du 22 au 25 avril 2026. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une avance de 7 000 € sur la subvention événementielle 2026 à l'association Printival. Juste par garantie, est-ce qu'il y a des adhérents de l'association dans l'Assemblée? Non, c'est bon, donc tout le monde peut prendre part au vote. Ah, donc Anne Sutra ne prend pas part au vote. Non, mais ne sort pas, ça ira déjà. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Nous continuons avec des aides aux commerçants dans le cadre de l'action vitrine.
Un autre dossier, notre conseil, notre dossier. Donc, dans le cadre de la convention OPA-RU 2023-2028 avec l'Agence nationale de l'habitat, la communauté d'agglo et la région Occitanie, ainsi que la délibération du 6 mars 2024, par laquelle nous avons mis en place un dispositif d'aide pour la réflexion des vitrines. Un dossier est proposé à ce jour. C'est monsieur Ahmed Bokayoko, propriétaire du commerce au 20 rue Conti. Donc, l'aide est d'un montant, la subvention de 269,55 € qui représente une prime qui vient en complément des aides de la communauté d'agglo. Elle s'élève à 15% du montant des travaux, dont le montant subventionnable pour cette opération est de 1 797 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Comme sur un point en début de séance, Julie Garcin-Sodo et moi-même devons sortir puisque nous sommes membres du conseil d'administration de l'organisme concerné. Donc c'est Manu Bourguin qui va présenter et Jean-Marie Bousquet qui va présider. Bonjour à toutes et à tous. Donc le point 9, demande de cofinancement pour la réalisation d'une étude préalable avec Territoire 34. La ville de Pézenas poursuit ses démarches visant à dynamiser son cœur de ville et à renforcer une offre de logements qualitative et adaptée aux besoins du territoire. Dans le cadre de la convention foncière préopérationnelle numéro 1188 HR 2025 conclue entre l'établissement public foncier d'Occitanie, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et la ville de Pézenas, la commune envisage la réalisation d'une étude préalable portant sur 14 immeubles stratégiques situés en centre-ville, ainsi que sur 2 fonciers mutables, identifiés au sein du périmètre d'intervention de ladite convention. Cette étude a pour objectif d'analyser chaque immeuble au cas par cas afin d'évaluer leur état, de définir des scénarios de sortie et d'élaborer une stratégie d'intervention adaptée. Compte tenu de l'intérêt de cette démarche pour la ville de Pézenas et des perspectives opérationnelles qu'elle est susceptible d'ouvrir, il est proposé de solliciter la participation financière de l'établissement public foncier d'Occitanie, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et la Banque des territoires. Le coût prévisionnel de l'étude est estimé à 60 561 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 5 du Conseil municipal du 4 novembre 2025 portant sur l'entrée au capital de SPL Territoire 34, vu la convention foncière préopérationnelle numéro 1188 HR 2025 conclue avec l'établissement public foncier d'Occitanie, la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, considérant l'intérêt de définir une stratégie d'intervention adaptée afin de garantir la sortie des projets équilibrés, considérant l'opportunité de solliciter des subventions afin d'alléger la charge financière supportée par la commune, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la demande de cofinancement pour la réalisation d'une étude préalable avec Territoire 34, d'autoriser Monsieur le maire à déposer des demandes de cofinancement auprès de l'établissement public foncier d'Occitanie, de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée et de la Banque des territoires, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette démarche. Merci Manu. Y a-t-il des questions particulières? Connaître les cibles qui ont été la méthode de recensement des cibles, d'une part, et après l'objectif c'est quoi sur ces cibles-là, c'est-à-dire je suppose s'il y a 14 immeubles, on peut présenter ces 14 immeubles, on m'a beaucoup reproché dans le passé d'avoir fait des études, donc je pense que là on en refait, savoir réellement quelle est l'utilité de ces études et de quelle manière on a déterminé les cibles et de quelle manière on envisage demain de régler ce dossier-là. Alors, est-ce qu'une personne peut répondre à la question? René Verdeil. Oui, bonjour à tout le monde. Pour répondre effectivement à cette préoccupation, excusez-moi, sur le mandat, l'évolution du patrimoine et de l'immobilier au niveau de la ville, ça a été dans un premier temps de régler les problèmes concernant Saint-Christol, avec le PF, etc. La suite
une fois Saint-Christol réalisé, c'est de s'occuper du centre-ville pour effectivement prendre en compte la situation des immeubles au niveau du centre-ville. Il y a eu dans le passé des opérations qui ont été faites, en particulier des AFUL, qui ont pu rénover un certain nombre de bâtiments. J'interviens parce que historiquement, je connais quand même un certain nombre de choses, c'est pour ça que je prends le relais. Comme le maire n'est pas là et qu'il ne peut pas répondre, normalement c'est à lui qu'il conviendrait de faire les réponses. Et donc la stratégie, c'est effectivement avec l'établissement public foncier, ce qui avait été fait par rapport à Saint-Christol pour acquérir des terrains pour pouvoir derrière faire une opération, acheter en accord avec la ville des immeubles et voir ensuite de quelle façon ces immeubles, il y a par exemple au début de la rue Jean-Jacques Rousseau actuellement des immeubles qui sont potentiellement à la vente. L'idée c'est, parce que c'est compliqué en centre-ville, d'avoir des logements qui soient des logements habitables aux normes actuelles. Donc l'idée c'est de regrouper des bâtiments, à titre personnel j'avais fait ça moi en 1981, pour faire des plateaux en faisant du regroupement de bâtiments anciens et pouvoir créer des logements qui soient des logements aux normes actuelles. Donc ça veut dire que ça va prendre du temps, ça veut dire qu'il y a un travail qui va être fait sur ce sujet, comme le travail que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés en 2020 par rapport au projet Saint-Christol pour en faire quelque chose qui aujourd'hui soit en train de démarrer au niveau de la réalisation. Donc je crois que par rapport aux questions qui sont posées aujourd'hui, ces questions trouveront des réponses dans l'avenir au fur et à mesure. Ce n'est qu'une première étape pour pouvoir démarrer le projet. Je crois que ça fait partie des débats peut-être qui vont avoir lieu dans le cadre de l'élection municipale. Et moi, je suis pas dans l'élection municipale. Là, je ne serai pas présent aux élections municipales en plus, donc je suis dans mon questionnement, il est sur la ville de Pézenas. Oui. Toi non plus. Donc, à un moment donné, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est de dire ces immeubles, ils ont été ciblés comment ? Hein, je suis désolé qu'il n'y ait pas le maire pour répondre. Et deuxièmement, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que on avait voté en son temps une convention de portage foncier. Donc cette convention de portage foncier avec l'établissement public foncier Occitanie, elle avait pour but effectivement d'acquérir des immeubles. Et l'idée, ce qui manquait, donc il y avait le permis de louer pour éviter qu'on ait aussi un démembrement des immeubles qui soit trop important et des marchands de sommeil qui viennent s'installer. Donc il y avait une politique foncière qui était amorcée lorsque vous avez pris la mairie. Et pour moi, la suite logique, c'était d'avoir une société d'économie mixte qui derrière venait en relais au niveau de l'agglo pour faire une étude de chaque, alors aujourd'hui c'est la SPL qui peut faire ça, de chaque immeuble qui était susceptible d'être remembré, mieux aménagé. Et puis de toute façon l'idée c'était derrière éventuellement de recéder ces immeubles soit à des bailleurs sociaux, soit à des promoteurs. Voilà. Bon, si c'est dans un schéma comme ça, il manque aujourd'hui au niveau de la communauté d'agglomération ce niveau et ce chaînon manquant, je dirais, de l'EPL, hein, de la société d'économie mixte ou de la société publique locale, pour pouvoir articuler correctement ces opérations. Donc c'est pour ça que je suis inquiet, parce que je me dis, on a 14 immeubles qui sont ciblés. Mais quid de ces immeubles-là, comment on les a choisis? Donc j'ai compris que c'était par rapport à la possibilité qu'il y avait de restructurer ces immeubles, mais bien sûr. On n'a pas les études, donc c'est pour ça que voilà. Deux, est-ce qu'il est envisagé au niveau de la communauté d'agglo, et peut-être M. le maire répondra tout à l'heure, sur d'avoir une société économique mixte pour derrière pouvoir faciliter de la primo-accession en cœur de ville, éventuellement, et derrière articuler aussi cette opération avec les logements sociaux qui vont être mis en place à Saint-Christol pour permettre des parcours à des habitants qui sont mal logés en cœur de ville,
et qui vont pouvoir basculer sur des logements aidés en périphérie qui seront plus sains. Est-ce que c'est ça la démarche? Voilà, ma question, elle est juste informative. Mais c'est Je ne veux effectivement pas faire le discours, mais... c'est effectivement complètement cette démarche-là qui est en cours, puisque le parcours résidentiel, c'est celui qui a été travaillé sur Saint-Christol et qui va être mis en œuvre, et c'est la même démarche qui va être mise en œuvre sur la vieille ville, enfin, sur le cœur de Pézenas. C'est exactement la même chose. C'est certainement des informations qui sont à partager et à discuter, à débattre, parce que c'est quand même des éléments importants de la vie locale. Ce sont des informations qui effectivement seront partagées et débattues. C'est une première étape. Et la suite viendra après. Et par ailleurs, vous avez la garantie, la SEM, l'idée de la SEM, elle a progressé dans l'agglo, voilà. Est-ce que cette SEM de territoire, ou alors est-ce que c'est Territoire 34 qui doit porter demain ces projets-là? Ben, il y a une convention avec Territoire 34, enfin, moi je n'ai pas toutes les informations, j'essaie de répondre par rapport à la philosophie et à la démarche sur laquelle nous sommes depuis le début du mandat, mais bien évidemment, celui qui peut répondre, mais apparemment il ne peut pas être présent pour débattre de ce sujet-là, c'est en plus, excusez-moi, mais il y a le maire et il y a aussi l'adjoint de l'urbanisme. Oui, tout à fait. C'est un peu compliqué, quoi. Non, Voilà. mais c'est débattre. Moi, je suis surpris qu'ils sortent au moment du vote, ça je l'entends, mais être absent des débats, je suis, c'est la... Donc, on peut commencer par voter ça et puis après avoir le débat. Pourquoi pas? Allez. Ça vous va, monsieur Vogel? Donc nous allons passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc monsieur le maire et Julie peuvent rentrer. Puisque vous avez voté, j'ai le droit de répondre aux questions, c'est ça? Exactement. La démocratie et la justice sont bien faites. Je pensais qu'on pouvait très bien avoir le débat en amont et puis la sortie se faisait après le débat. Il ne faut pas qu'on oriente le débat. Voilà, c'est toujours la difficulté, c'est vrai. Après, j'avoue que... Bien que les textes ne sont pas toujours clairs. Alors, quelles étaient les questions? Et avec Julie, on va... Ah non, mais je pense que peut-être René peut résumer, parce qu'il a... Non, l'idée c'est de dire, à un moment donné, on ne connaît pas les 14 immeubles qui ont été ciblés, on ne sait pas quel projet demain va être réalisé sur cet immeuble. Je disais que dans le passé, on nous a donc, pour nous avoir reproché hier des études, je disais là, il y a une étude, donc pour le coup, moi je demande à quoi ça sert, et à quel moment on va arriver à avoir la vision globale de la politique de l'habitat de la commune par rapport à un cadre général qui permet d'avoir des choses qui ont déjà été actées dans le passé, ce qu'on avait mis en place, lui disait c'est le permis de louer, la convention de portage foncier avec l'établissement public foncier, et derrière l'idée c'était d'avoir une société économique mixte d'agglo, dont j'avais parlé avec Bourdel à l'époque, c'était d'aller vers une SEM d'agglo, et tout le monde avait l'air d'accord pour ça, pour pouvoir porter justement ces études-là et ces opérations, et derrière, éventuellement, donc les céder à des bailleurs sociaux ou à des promoteurs privés qui pouvaient être intéressés, c'est ce que j'avais discuté en son temps, par de la primo-accession notamment, ce qui permettait à des jeunes couples d'avoir accès à de l'habitat en centre-ville. Et ça permettait, dans une politique liée à Saint-Christol, de permettre une migration d'une population qui est en cœur de ville dans des conditions qui sont des conditions insalubres, voire indécentes, voire insalubres, et qui pouvaient se retrouver dans les logements qui allaient être sur une partie de Saint-Christol. Il fallait voir comment ça se gérait. Et là, derrière, on avait un parcours résidentiel qu'on offrait à des populations, et on pouvait permettre à d'autres populations, notamment à des jeunes, d'investir le centre-ville dans des conditions particulières et d'accession notamment au social. Voilà, je posais la question de savoir si c'était la démarche. Si telle est la démarche, j'en suis ravi, mais c'était simplement pour comprendre pourquoi on fait une étude et savoir sur quels immeubles aujourd'hui, par curiosité quand même, ces études vont être faites.
D'abord, alors pour vous rassurer, on demande les subventions, mais on n'a pas mis l'étude au budget. Donc ça fera partie de débats qu'auront les équipes à avoir, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est un budget toujours particulier, les budgets d'un électoral, et puis il faut aussi trouver les recettes à la clé, donc elles sont plus les recettes ou minorer les dépenses, elles sont plus faciles à minorer quand il y a une subvention, il y a moins d'argent à trouver. Ensuite, donc Julie se souviendra peut-être mieux que moi des immeubles, mais ils étaient déjà annexés dans les conventions EPF que nous avons votées, et on est allé on a mis plusieurs étages à la fusée, d'abord le PF, ensuite Territoire 34 en adhérant à la SPL pour pouvoir travailler plus directement sans être obligé de passer par des marchés ou de mise en concurrence et pouvoir, même si besoin était, même si c'est pas l'ambition, aussi des fois travailler au coup par coup à l'opportunité qui pourrait se déclencher en ville. L'agglo évidemment dans la boucle. On avait délibéré, il me semble que c'était soit au précédent conseil municipal, soit celui avant, avec une foncière qui s'appelle Dignéo, qui aussi elle après fait de la remise en location ou de la vente. Mais la stratégie est bien que vous évoquiez une scène d'agglo. L'agglo réfléchit aussi à une foncière, mais le temps que de la réflexion, de l'action, ça peut être long. Donc c'est d'avoir tous les dispositifs pour pas laisser passer des opportunités, parce qu'on en voit, je dirais pas tous les jours, mais au cours d'un mandat, on en voit quelques-unes. Parfois, on essaye de s'y positionner en préemptant nous-mêmes, et parfois, on est obligé de les laisser passer parce que nous n'avons pas les moyens, pas l'étude, ou que les travaux paraissent trop conséquents. Donc l'idée est bien de se doter d'outils et de partenaires qui peuvent le faire avec nous, et parfois pour nous en termes d'ingénierie, parce que l'ingénierie d'une ville de 8000 habitants, où on est obligé d'avoir recours à des privés et sur des projets qui sont qu'à l'état de gestation, c'est un peu dommage, ou à des partenaires publics qui ont cette ingénierie-là. Mais c'est bien l'idée, soit de réhabiliter du logement en cœur de ville, soit pour de l'accession sociale à la propriété ou de l'accession tout court, soit pour de la mise en location correspondant à ce que vous disiez, soit de jeunes ménages, soit des personnes plus âgées qui veulent vivre en centre-ville, mais dans des situations confortables. Donc, qui dit pour une personne âgée situation confortable, dit peut-être ascenseur, ou en tout cas escalier plus commode qu'un petit escalier dans lequel on a du mal à se mouvoir. Mais c'est de pouvoir aussi empêcher que des marchands de sommeil ou que il y aura d'autres outils d'ailleurs à se doter, on travaille sur le permis de diviser notamment, mais que des personnes qui se répètent même pas des marchands de sommeil, mais qui parfois viennent acheter un immeuble, le divisent en le plus d'appartements possible, et derrière nous crée d'autres problèmes parce qu'il y a un turnover massif et que ça répond pas à la demande. Mais c'est bien de reconquérir l'habitat du centre-ville sur des parties qui seraient soit vacantes, soit en mauvais état. Et donc on avait au cours de réunion identifié les immeubles sur lesquels, si il y a une étude qui se porte en amont, ça peut permettre soit d'être proactif, d'aller directement rencontrer les propriétaires, soit évidemment au moment où ça se vend, ou si c'est fait sans nous, de pouvoir préempter, mais préempter en justesse de cause, c'est-à-dire en sachant qu'on fera quelque chose derrière et qu'il y a une sortie économique, parce que si la sortie économique c'est uniquement l'argent public, et si ça se chiffre à millions d'euros, pour qu'à la fin, même si j'ai rien contre le marché privé, mais qu'à la fin ça soit le marché privé qui reprenne la main et que le public est juste servi dans des sommes astronomiques d'intermédiaires, c'est pas intéressant non plus. Donc simplement ces études, il y avait une étude que nous avons, je me souviens, finalisée en début de mandat, qui avait débuté sous le vôtre, mais c'était de mémoire rue Barème, 2 maisons qui devenaient 1 million, et on libérait uniquement 2 planchers qu'on revendait à un privé qui lui emménageait et derrière revendait ou pas. Et c'était et ça on avait été obligé d'arrêter en disant de toute façon, si ce million-là il doit sortir des caisses de la ville, ça sera naturellement impossible. Donc on essaye de se doter d'outils complémentaires et d'études complémentaires qui puissent, à l'époque, le Territoire 34 était venu essayer d'amender l'étude ou de retravailler l'étude, et on n'y avait pas réussi. Donc la stratégie, elle est bien de remettre de l'habitat en cœur de ville, ou éventuellement de l'activité économique si la taille des immeubles s'y prêtait, sachant qu'il y a des immeubles où on sait pertinemment que, sauf à acheter 2, 3, 4 immeubles les uns après les autres, on n'y arrivera pas, soit parce qu'ils sont trop petits,
et j'ai envie de dire ça c'est un moindre mal, soit comme le presbytère de la rue Jean-Jacques Rousseau, en PPRI rouge, et donc à partir du moment où on est en PPRI rouge, on ne peut pas créer plus d'appartements que ceux qui avaient, alors que l'immeuble est grand, et si par contre on achète plusieurs appartements, et là où il y avait des petits appartements, en faisant une moyenne, on arrive à répondre à certaines injonctions contradictoires, qui nous disent à la fois qu'il faut ramener plus d'habitants et de logements en centre-ville, mais qui derrière ont des contraintes légales qui nous permettent pas de le faire. Julie. Alors, de mémoire, j'ai pas les 14 listes en tête, mais effectivement, rue Jean-Jacques Rousseau, c'est un très bon exemple, où on peut s'apercevoir que si on arrive, donc on a cette rue est quand même assez triste, hein, dans tout le sens des termes, avec sa configuration et puis la difficulté de faire tenir les commerces, etc. Donc effectivement, c'est quand même une entrée, un souffle avec la place des 3-6, donc on va pas vous cacher, le premier immeuble et le second, parce qu'on est allé aussi voir le propriétaire, et l'ancien immeuble aussi de la paroisse, etc., font partie de la liste, ce qui nous permet, par exemple, le premier immeuble, c'est considéré comme un appartement, une maison. Et on est en PPRI. Ça veut dire que les personnes potentiellement qui sont intéressées se disent « chouette, je vais faire des découpes d'étages ». Et au rez-de-chaussée, c'est pas forcément des commerces. Prendre la main aussi sur ces entrées de rue va nous permettre, si on cumule avec les autres immeubles, de partir sur des verticales, on va pouvoir créer des planchers à l'horizontale et donc répondre à des logements beaucoup plus fonctionnels, avec des surfaces plus agréables pour des familles, etc. Et prendre aussi la main éventuellement sur des commerces. On voit en face l'immeuble, le commerce n'est jamais rouvert, etc. Après, on est encore aussi sur des intentions sur une liste. Par exemple, l'école maternelle de Sainte-Marthe est aussi sur la liste, car si on arrive à trouver dans les années à venir ou dans les mois à venir un projet et un partenaire qui pourrait répondre à la fois à du service public, mais aussi de l'habitat, etc., ça pourrait être un lieu assez miraculeux, en tout cas en centre-ville, avec cette cour et en plein centre-ville. Voilà, donc l'idée, c'est pas de travailler ou en tout cas d'investir et de faire acheter à l'EPF ces 14 bâtiments d'entrée, c'est de pouvoir regarder l'équilibre qui peut se faire effectivement si on a des blocs. Donc après, il y en a aussi rue Raspail, enfin voilà, des quartiers qui ont vraiment besoin de nouveaux souffles, où on va pas laisser un marchand de sommeil faire des cages à lapins ou des appartements indécents, en tout cas à nos yeux. Voilà, mais après, si on peut vous faire passer la liste, Maître, qui était le périmètre de restauration de l'habitat insalubre, en gros, quoi. Oui, c'est peut-être un peu élargi, mais l'idée, c'est ces quartiers-là. Il y a des quartiers où on peut intervenir, mais qui sont peut-être moins propices ou urgents ou importants parce que justement l'initiative privée le fait toute seule, et d'autres où il faut que l'initiative ou la réflexion, l'ingénierie publique puisse prendre la main, soit des fois juste pour dire on est là, mais attention, on peut préempter, et si votre projet va pas, on préemptera, soit pour dire on a déjà des études, il y a des choses qui sont faisables et après le privé reprend, soit pour investir comme ça se fait dans nos communes. Mais oui, c'est ces quartiers-là, c'est si possible des entrées de rue, et c'est souvent ou des immeubles qui déjà ont une surface conséquente, mais où personne s'est vraiment investi, ou qui en additionnant deviennent des surfaces importantes. Si vous m'avez montré qu'il y avait des études utiles, merci. Il y a toujours des études utiles. Il faut qu'elles soient suivies des faits, c'est juste pas faire des études pour rien. La suite, renouvellement, sauf s'il y a d'autres questions, hein. Renouvellement, adhésion du théâtre à l'association Réseau Pyramide. Robert ? Oui, merci. Donc, monsieur le maire rappelle au conseil municipal l'adhésion du théâtre de Pézenas au réseau Pyramide Occitanie depuis 2019. Donc, ce réseau est un réseau de programmation qui soutient le travail de création en région et qui organise chaque année en janvier un festival région en scène sur un territoire différent de la région Occitanie. Pézenas avait accueilli en 2022, si ma mémoire est bonne. Cette structure associative est elle-même adhérente du réseau national Chaînon, qui est fondé sur le repérage artistique et le développement économique d'un circuit culturel équitable et solidaire, et qui organise chaque année en septembre le festival Le Chaînon Manquant à Laval. L'adhésion permet au théâtre de participer à l'organisation des tournées du Chaînon et du réseau Pyramide et d'avoir accès avec des abattements négociés sur les prix des spectacles.
Le bulletin d'adhésion 2026 était joint. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal que le théâtre de Pézenas renouvelle cette adhésion et précise, pour l'année 2026 bien sûr, et précise que la cotisation s'élève à 550 €. Le tarif appliqué pour le théâtre de Pézenas est celui dont le budget artistique est compris dans la fourchette de 60 à 120 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Les questions de patrimoine et de domaine, donc acquisition des étages de l'immeuble 8, place Frédéric Mistral, donc je l'ai évoqué dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est l'immeuble qui est juste à côté, au rez-de-chaussée, il y avait une agence Orpi, nous avions déjà, par préemption pour le coup, acheté les murs de l'agence Orpi, puisqu'il il colle directement les bains-douches et l'actuelle école de musique. Les étages sont aussi à la vente depuis, je crois, un an et demi. Et les contacts du propriétaire avec d'éventuels acquéreurs étant de plus en plus proches, on a préféré rencontrer le propriétaire plutôt que de laisser agir la préemption. Donc nous avons échangé avec lui sur le prix. C'est surtout l'opportunité. On n'achèterait pas des étages comme ça. C'est surtout l'opportunité du fait que ça colle la maison du peuple, ça colle l'école de musique, donc ça ouvre le champ des réflexions, des possibles sur soit une extension future de l'école de musique, soit d'autres activités, mais qui pourraient être soit en lien avec la maison du peuple ou les services municipaux. Et je le dis aussi, je pense que ça évite de futurs conflits peut-être d'usage avec éventuellement des gens qui investiraient, qui se retrouveraient là et qui après auraient ce qui peut parfois être des désagréments d'avoir une salle des fêtes juste à côté. Et c'est pas parce qu'on a acheté un moment où c'était calme que ces conflits arrivent pas, ou si c'est mis en location que ça n'arrive pas par la suite. Et puis moi je pense toujours qu'il est cohérent d'essayer d'avoir un foncier ou une emprise foncière intéressante autour des bâtiments municipaux qui sont voués à extension ou à accueillir d'autres activités. Donc puisque à la fois nous avons le rez-de-chaussée, que les étages sont à la vente et que nous sommes juste à côté de l'actuelle maison du peuple, nous vous proposons de pouvoir les acheter à 140 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. La même chose, garage situé soit rue Maréchal Plantavie, soit rue Albert Paul-Aliès, selon d'où on les regarde, puisque sur le rapport d'orientation budgétaire, on évoquait la rue Albert Paul-Aliès et que là, ils sont à l'adresse de Maréchal Plantavie. Ces garages ont toujours été là, ou en tout cas, ont toujours, depuis qu'ils sont là, été fléchés sur des éventuels curettages du secteur sauvegardé. Il se trouve que la propriétaire souhaite s'en séparer, qu'il y a eu une petite discussion pour une acquisition à 60 000 €. Là aussi, il faudra qu'un projet vienne être dessiné en lieu et place de ces garages, voire on garde une petite partie si on veut y installer soit une vitrine pour la ville, soit un artisan d'art. Mais l'idée qui pourrait émerger, puisque le trésor public n'est pas signé, mais nous avions délibéré en conseil municipal et qui est question de parvis du trésor public, nous pourrions trouver là un grand parvis en centre-ville qui mette en valeur les bâtiments qui sont derrière. Là aussi, on en est à l'acquisition, il restera à dessiner des plans, à évaluer les coûts et à décider de le faire ou de non le faire. Mais cette surface-là, elle est en vente maintenant. Si on la laisse passer, on ne sait pas quand c'est qu'elle sera à nouveau en vente. Elle est une surface qui est dite constructible, donc ou d'autres choses pourraient s'imaginer. On vous propose, comme nous l'avions fait pour le salon de coiffure, puisque c'est à peu près la même réflexion, de pouvoir les acquérir au prix de 60 000 €. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Vous avez reçu les comptes rendus de décision. Je ne sais pas s'ils appellent les observations de votre part. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Madame Sadje. Oui, lors du week-end du 20 décembre, l'héros est sorti de son lit et les riverains n'ont reçu aucune alerte leur permettant de mettre à l'abri leurs biens et leurs personnes, occasionnant du coup de sérieux dégâts, notamment chemin des Amandiers et avenue de Castelnau après le passage à niveau dans les habitations, sans heureusement faire de victimes. Vous m'aviez pourtant adressé un courrier en mai dernier suite à mon inquiétude concernant l'alerte des riverains en cas de crue, me rassurant sur le fait que le dispositif d'alerte était toujours opérationnel et que vos services devaient à partir de septembre s'atteler pour envisager une nouvelle campagne de sensibilisation et d'actualisation.
Vous avez certes posté des alertes via les réseaux sociaux, activé le plan communal de sauvegarde, publié les communiqués d'alerte de la préfecture. Bon, je peux entendre aussi que vous ayez eu un problème technique au moment d'actionner le dispositif d'alerte, mais sur le terrain, il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'élus, pas d'agents, pas de secours. J'ai vu personne, en tout cas. Je peux pas vous laisser dire qu'il y avait pas. Alors que vous n'ayez pas vu d'élus, faites ce que vous voulez des élus, mais qu'il n'y ait pas eu d'agents municipaux. Tous les points ont été bloqués en temps et en heure. Les agents municipaux étaient là. Les pompiers, ils parleront d'eux-mêmes, mais ils étaient en cellule de crise. Ils nous ont dit qu'ils n'ont été appelés par personne et qu'ils ont fait des patrouilles. Surtout, ne mettons pas en accusation les services publics qui, dans ce moment-là, ont fonctionné de manière remarquable. Mettez en question les élus, l'organisation. Il n'y a pas de souci, on peut en débattre. Mais les services publics, je peux vous dire, et vous savez parce que vous avez été élu, que généralement l'astreinte elle repose sur un homme et que quand on est dans ces moments-là, il y en a 3 ou 4 qui sont sur le terrain, et que ça soit DGS, directeur des services techniques, tout le monde était sur le terrain à ce moment-là pour bloquer les accès comme nous le demande le plan communal de sauvegarde. Mais disons pas que, de fait, les accès étaient bloqués, donc c'est qu'il y a des agents à un moment qui se sont mobilisés. Alors effectivement, les accès étaient bien bloqués. Par contre, il y avait souvent un véhicule de pompiers qui stationnait dans le quartier. Je ne l'ai pas vu. Voilà. À un moment donné, Vigicru n'a plus été accessible. J'ai appelé les pompiers qui m'ont dit qu'eux aussi étaient en aveugle et que du coup, ils allaient voir la réglette à Montagnac. Moi, avec ma voiture, à ce moment-là, je ne pouvais pas y aller puisque la route de Montagnac était coupée par les roues. Donc, il y a eu un grand moment de solitude. Ça a été le moment du pic de crue. Hein. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même indispensable que vous fassiez cette campagne d'actualisation et de sensibilisation parce qu'il y a eu beaucoup de turnover dans les habitations du quartier. Cette culture des inondations, elle s'est perdue. Les gens se sont enfermés chez eux et ont dormi sur leurs 2 oreilles sans s'inquiéter. Moi, à 11h du soir, je suis allée voir la Peigne. Hein, j'ai retrouvé quelques personnes du quartier, mais bon, après, on était seuls hein, à ce moment-là. On s'inquiétait de la montée des eaux. Voilà, c'est tout. Après, oui, les agents ont fait leur travail, ils ont mis les panneaux de signalisation, mais il n'y a pas eu d'alerte. Non, mais là, ces 2 dernières fois, il y a eu. Qu'il n'y ait pas eu d'alerte, j'en conviens avec vous, le système SMS n'a pas été activé parce qu'il n'y a pas eu de demande d'activation à ce moment-là. C'est certainement une erreur qui sera, pour le coup, réparée puisque ça a été activé depuis chaque fois, les 2 fois suivantes. Et pour rien, pour le coup, c'est toujours le moment où il faut juger si on fait ou si on ne fait pas. Et effectivement, autant, une fois de plus, les services, et là, les élus ont mis en œuvre tout pour que les gens puissent être relogés s'il y avait besoin. En discussion avec les pompiers, s'ils ont été appelés, c'était pas sur des situations d'urgence où il fallait évacuer les gens, où c'est arrivé après coup. Effectivement, il n'y a pas eu de déclenchement du système SMS qui mérite un toilettage ou un nouveau modèle. Un tour. Alors effectivement, on n'a pas pu le faire en septembre. Là, on est sur la période de recensement et sur la période préélectorale. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment pour venir expliquer aux gens et chercher des adresses. Enfin, après, ça peut être fait. Il fonctionne quand même puisque un certain nombre les reçoivent. Donc, on sait quand même que ça fonctionne. Il n'y a pas eu d'alerte SMS, mais par rapport à ce qui pouvait exister il y a 10, j'étais pas dans les cellules de crise à ce moment-là, 10, 15, 20, 30 ans. Des alertes, il y en a eu. Elles n'arrivent pas directement sur le téléphone. Bien que par l'application ville, il y en a eu, et elles arrivent pour certaines personnes, 2500 au moins, sur le téléphone, mais vous dites, on a répercuté sur les réseaux sociaux les alertes de la préfecture. Oui, il y a eu des alertes de la préfecture et autres, comme il y a chaque fois. Donc, la population avait un niveau d'information pas suffisant. On a peut-être, nous aussi, pensé que ce niveau d'information qui n'existait pas il y a 5 ans ou 10 ans en arrière suffisait maintenant. En l'occurrence, il suffit pas. Le savoir populaire que vous évoquez et que vous avez et que on est un certain nombre à avoir, parce que moi aussi, j'ai fait le tour, même si vous m'avez pas vu, de Payne, de l'Hérault et autres dans ces jours-là. Il suffit pas puisque, entre-temps, soit des personnes même qui habitaient là l'ont perdu, soit des nouvelles personnes sont arrivées et n'ont pas conscience qu'il y a un risque d'inondation. Pour autant, je rappelle que quand on achète dans ces zones-là, on a un courrier chaque fois chez le notaire qui explique où c'est qu'on a acheté. Personne ne peut pas dire qu'il a acheté en zone inondable. Et d'ailleurs, si je touche du bois, s'il n'y a pas de drame humain, et si la solidarité de voisinage joue, c'est bien que les gens savent où ils vivent.
Alors, de fait, c'est arrivé la montée des héros dimanche dans la nuit, si je me souviens bien, et il n'y a pas eu il aurait fallu faire un SMS préventif dans la journée et peut-être le faire pour rien. Et on n'a certainement pas jugé ou jaugé comme il fallait pour dire qu'il fallait faire à ce moment-là. Pour l'actualisation, Vigicru, c'est pas la ville qui le gère, on y a aussi référence. On a référence à Prédict ou à d'autres services et au service de l'agglo, et je redis pour le coup les services publics qui fonctionnent même s'ils ne sont pas à Pézenas dans ces moments-là, on n'a pas estimé à un moment qu'il fallait l'activer, on aurait dû, c'est une erreur. Je la prends sur moi, c'est pour ça que je vous dis les élus, vous pouvez taper dessus, avoir raccourci, parce que c'est celui qui doit pas appuyer sur le bouton pour le coup, mais dire on y va, c'est moi, et dans les réunions qu'on a eues et dans les contacts qu'on a eus, on n'a pas estimé à ce moment-là, où on nous a pas demandé de le faire et on n'a pas estimé nous qu'il fallait le faire, on a fait une erreur parce qu'il aurait fallu le faire. Après, moi j'aurais trouvé, c'est peut-être à voir aussi, quand justement un Vigicru n'a plus été accessible, communiquer les hauteurs à ce moment-là sur les réseaux sociaux au moins. Mais bon, moi j'ai demandé aux pompiers s'ils savaient quelles étaient sauf que quand Vigicru n'est pas actif, on n'a pas forcément les bonnes hauteurs au bon moment parce que... Oui. Voilà, on les a en téléphonant aux pompiers. Oui, qui ont certainement autre chose à faire. Ils allaient voir la réglette. Non, c'est vrai qu'il y a eu si je peux me permettre, c'est vrai, bon, le but c'est pas de stigmatiser Pierre-Paul ou Jacques, mais il y a eu quelques difficultés dans cette période-là, et c'est vrai que dans le passé, effectivement, on n'avait pas tous les équipements qu'on peut envisager aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Hérault, on le connaît, quoi, hein, les crues de l'Hérault, tu diras pas le contraire, Armand, on les connaît, quand on sait que quand l'Hérault est à 8 mètres à Gignac, on a 12 heures entre Ganges et Pézenas, on connaît les cycles, donc je pense que là-dessus, on peut mieux travailler. Donc l'idée, c'est simplement de faire une remarque, parce que cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai, et je rejoins totalement Annick et ce que vous dites tous les deux, qu'à un moment donné, on est dans un schéma où les gens ont plus cette culture des crues. On l'avait tous. Et qu'on est à un moment aussi bassiné régulièrement d'alerte. Si on doit compter le nombre d'alertes orange ou rouge, enfin rouge non, mais d'alertes orange qu'on peut avoir sous le mandat parce qu'elles sont générales, parce qu'elles sont départementales, et que effectivement on n'y fait peut-être plus qu'à non plus. Après, effectivement, il y a un savoir aussi qui est Ganges 12 heures, mais qu'est-ce qui pouvait... alors, je redis qu'on n'a pas déclenché, mais ça, je le prends en partie sur moi. Mais on s'aperçoit aussi que, par exemple, Agde a eu une crue plus forte que ce que Pézenas a eu, puisque nous, on était sur une crue entre 2011 et 97, on va dire, et qu'Agde a dépassé 94. Donc, à un moment, la vague, c'est pas une vague en tant que telle, mais la montée, elle n'est pas la même partout et au même moment. Donc, la leçon de l'histoire, c'est qu'il faut déclencher peut-être le système d'alerte pour rien. On l'a refait ce week-end pour Payne, parce qu'à un moment avec les pompiers on s'est dit, et avec Prédict on s'est dit on est au niveau 2, et finalement on l'a fait pour rien. Certains moyens nous disent mais oui, ça risquait rien. Alors on modèle le message, mais si chaque fois qu'il y a une crue on envoie un SMS et qu'on l'envoie pour rien, enfin c'est pas un SMS d'ailleurs parce que ça appelle sur le téléphone, voilà. Mais j'avoue que ce week-end-là, on n'a pas jaugé. Le dimanche à 18 ou 19h on était en mairie, s'appelait les uns les autres pour ceux qui n'étaient pas en physique, et personne ne s'est dit il faut déclencher. Par contre on s'est dit il faut tout préparer pour pouvoir héberger au camp hôtel ou ailleurs, voire héberger des communes voisines, parce qu'on s'aperçoit aussi que tout le monde n'a pas notre niveau de service ou d'équipement dans certains villages, mais pas de déclencher le SMS. Et pour le coup, je prends sur moi, et ça n'a pas été, et les pompiers n'ont pas eu d'appel à ce moment-là, aussi parce qu'il y a une solidarité de voisinage, aussi parce que certains avaient pris leurs précautions, mais donc du coup, leçon, si dans les prochaines années ou dans les prochains mois ça revient, on fera autrement. Mais le système, c'est même pas le système de SMS qui fonctionne pas, enfin d'alerte qui fonctionne pas, puisqu'on l'a bien vu, vous avez dû le recevoir les 2 dernières fois. Et pour le coup, de manière préventive, quand on a discuté avec les pompiers à la dernière crue de l'Hérault, moi je n'avais pas le sentiment qu'on vivait la même crue que celle avant décembre. On s'est dit, voilà, on va quand même de manière préventive dire que les pluies vont continuer et que c'est possible que ça arrive, et c'est pas arrivé, parce que et puis le sol réagit pas pareil quand il est gorgé d'eau ou quand il l'est pas, donc ça aurait pu être plus important. Mais j'avoue que sur le dimanche 21 ou 22 décembre, on n'a pas activé parce qu'on ne nous l'a pas demandé, que de mon propre chef j'aurais dû le faire.
Après, vous l'avez activé là pour la peine, et heureusement, parce que ça a tenu un éveil et que je me suis aperçu que certainement le clapet anti-retour sur le pluvial n'était pas bien fermé, et du coup ça a commencé à inonder le coin de la rue. C'est parti vers chez Evelyne Thoriot, chemin de Castres, et carrière Mercadal. Ça a commencé à inonder tout ce quartier-là aussi. Bon, après, est-ce qu'on ne peut pas dédier quelqu'un pour après une crue, regarder ce clapet, ce fameux clapet anti-retour. Avant, c'était Monsieur Beaune qui le faisait, c'était Eugène Thomas. C'était des. Oui, ça a toujours été fait par les voisins, mais les voisins ne le font plus. Voilà, souvent les voisins le font. Mais bon, moi je veux bien le faire. Hein, non, il faut que ça soit, il faut qu'il y ait un agent de la ville qui passe. Peut-être dédier quelqu'un qui, après une crue, peut aller regarder si tout est en ordre. Voilà. Je précise que pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'état de catastrophe naturelle pour les crues d'avant Noël a été reconnu. Donc là, par contre, on a informé les riverains qu'il fallait qu'ils se fassent connaître en mairie. On informera ceux qui se sont fait connaître. Mais bon, que l'information soit connue pour ceux qui ont des dommages à faire réparer. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a une autre remarque ? Bonne soirée, prochain conseil, ça sera un vendredi le 20 février, mais entre les soirs de carnaval et autres, il fallait trouver une disponibilité pour la salle.